Bienvenue sur le podcast À la rencontre des doctorants, podcast qui laisse la parole aux doctorantes et doctorants de l'École des Ponts ParisTech. Bonjour, aujourd'hui je reçois Laurent Vidal qui a réalisé une thèse en mathématiques. Bonjour Laurent. Bonjour. Alors, tu étais donc doctorant au CERMIX. CERMIX, ça veut dire Centre d'enseignement et de recherche en mathématiques et calcul scientifique, ici sur le campus à Champs-sur-Marne. Et tu étais sous la direction de Éric Cancès et Antoine Lévite. Donc, tu t'es intéressé tout particulièrement, pendant ta thèse, au calcul de la structure électronique appliquée au domaine de la chimie et de la physique. Alors, explique-nous d'abord ce que ça signifie tout ça. Alors le calcul de structure électronique, on peut peut-être déjà expliquer ce que c'est ça. Alors la matière, comme les gens l'ont peut-être vu au collège-lycée, c'est composé d'atomes qui eux-mêmes sont composés d'un noyau et puis d'un électron qui tourne autour. Et quand on veut étudier la matière à l'échelle atomique, on doit étudier ces atomes. Et on a une astuce qui date d'il y a plus de 100 ans, qui a été initiée par Born et Oppenheimer, le même qui a fait la bombe, mais il a aussi fait ça. C'est-à-dire qu'on dit que les noyaux sont très lourds, donc on ne les touche pas, on les considère comme des particules immobiles et on peut s'intéresser qu'aux électrons qui tournent autour. Et donc c'est ça la structure électronique. On a des atomes placés quelque part dans l'espace et on se dit où sont les électrons autour, on essaye de les trouver. Et comme on est dans le domaine microscopique, c'est-à-dire à l'échelle de l'atome et ce qui est plus petit, on doit utiliser la physique du microscopique, c'est-à-dire la physique quantique. Donc c'est pour ça qu'on parle de chimie quantique. On s'intéresse à la matière à l'échelle atomique, décrite par la physique quantique. Et toi, en tant que mathématicien, qu'est-ce que tu fais sur cette structure électronique ? Et donc ce calcul de structure électronique est très compliqué parce qu'il y a chaque électron, rien que dans un atome d'oxygène par exemple, qui est tout seul, il y a 8 électrons et chacun interagit avec tous les autres. Donc je ne sais pas si les gens ont entendu par exemple parler de problèmes à 3 corps, où il y a eu une série il n'y a pas longtemps. C'est quelque chose de très compliqué. Quand il y a plus de 3 objets qui interagissent, c'est très compliqué. Donc là, il y en a 8 et dans une protéine, il y en a des milliers. Et donc les physiciens et les chimistes ont des astuces pour arriver à faire ce calcul de structure électronique. Mais ils utilisent des outils mathématiques pour ça. Et nous, en tant que mathématiciens, on peut les aider soit à raffiner les outils qu'ils utilisent, soit à leur proposer de nouveaux outils qu'ils n'ont pas forcément, toujours dans le but d'arriver à faire le calcul, en fait, tout simplement. Et comment les physiciens et les chimistes accueillent ton travail ? Oui, donc ça dépend du caractère de chacun. En général, c'est quand même plutôt bien accueilli. La chose que je n'ai pas forcément dite, c'est que nous, on est en général toujours un peu en retard par rapport aux physiciens et aux chimistes. Et ça vient du fait que les mathématiques, on peut dire que ce n'est pas une science au sens où la physique et la chimie, pour savoir si elles sont justes, elles se comparent à l'expérience. Or, les mathématiques ne font pas ça, elles se construisent par rapport à ce qu'elles ont déjà construit, ce qu'elles savent déjà vrai. Et donc ça prend beaucoup plus de temps. Et en particulier, on est obligé de s'intéresser à des problèmes plus simples que les physiciens et les chimistes parce qu'on est obligé de vraiment s'assurer que tout fonctionne. Donc parfois, ça c'est quand on se chambre un peu entre nous, c'est un peu les moqueries qu'on a, c'est oui mais vous faites des trucs qu'on fait plus depuis les années 70. Mais en vrai c'est bien accueilli parce que ce travail-là peut servir à montrer des failles dans certains raisonnements de physiciens et de chimistes. Et puis bien sûr parfois on arrive quand même à s'intéresser à des problèmes assez actuels et à avancer de concert ensemble. Et ça leur fait gagner du temps, j'imagine, après coup. Exactement, oui. Du coup, un exemple dont je peux parler, mais avec des pincettes parce que c'est pas mon domaine, mais dont les gens ont peut-être entendu parler, c'est le repliement de protéines. Ça fait longtemps que les biologistes et les chimistes s'intéressent à la façon dont les protéines, le corps humain se replie, et c'est leur forme qui fait leur propriété dans le corps humain. Et il y a eu un gros pas en avant qui a été fait par des mathématiciens et des informaticiens en intelligence artificielle qui ont réussi à prédire à partir de juste la composition de la protéine, à comment elle allait se replier. Et ils ont fait un bond en avant énorme. Après, donc, moi, je ne fais pas d'IA ni de biologie, mais c'est un exemple de comment des mathématiciens et des informaticiens peuvent faire un bond en avant d'un coup dans un domaine qui avançait moins vite pour le moment. Très bien, donc vraiment un exemple concret, même si ça ne s'applique pas directement à tes recherches. Alors, comment tu procèdes ? Quelle est ta méthodologie ? Donc ma méthodologie, elle est en 2 parties. En fait, il y a déjà quelque chose sur le papier ou au tableau, c'est-à-dire on écrit au crayon, qui consiste à faire ce qu'on appelle la discrétisation. Donc quand on a une théorie, elle vit dans le monde continu, donc le temps passe continuellement, l'espace c'est tout l'espace, etc. Mais l'ordinateur ne comprend pas ce qui est continu, parce qu'il est fait de bits, donc des 0 et des 1. Donc il faut lui proposer un monde discret. Et c'est à nous de d'abord transformer le monde continu en un monde discret. Donc on appelle ça la discrétisation.
Et quand on fait ça, en fait, on fabrique un nouveau monde où la physique peut changer si on ne fait pas attention. Donc, au crayon et au papier, on fabrique ce nouveau monde discret et on a moyen de vérifier est-ce qu'on est loin de la réalité ou pas. Donc ça, c'est une première étape. Donc on fait par exemple ce qu'on appelle des estimateurs d'erreurs. On mesure à quel point on dévie du monde réel et continu. Donc en fait, vous vérifiez vos calculs en fonction de quelque chose qui est déjà connu dans le monde réel, c'est ça ? C'est ça. En fait, il y a toute une chaîne de mathématiciens. Souvent, on a un peu l'image qu'il y a un savant comme Einstein et puis juste après, il y a les fusées. Mais entre les deux, il y a une énorme chaîne de gens. Et donc on part d'une théorie qui est donnée par un physicien ou un mathématicien. Donc on a une équation. Et cette équation, on peut montrer qu'elle a des solutions ou non. Enfin, on peut avoir une idée de la solution. Et si on a une idée de la solution, quand on discrétise cette équation, qu'on passe dans le monde discret, on peut mesurer la distance avec cette vraie solution, entre guillemets. Et puis du coup, après cette discrétisation, il y a un truc assez, qui est plus de l'ordre de la pratique, qui est, je donne ce monde discret à l'ordinateur par un langage de programmation. Donc je fais un code et puis je lui dis, donne-moi la solution de cette équation. Et il me sort quelque chose. Et là encore, quand je fais ce code, je peux introduire des erreurs. Donc il y a encore une étape de mesurer l'erreur que je fais pour savoir qu'il me rend quelque chose qui est juste. Alors les outils que tu développes sont plutôt versatiles. Tout à l'heure, tu nous as donné un exemple d'application dans un autre domaine que le tien. En ce qui concerne, quelles vont être les applications possibles pour les physiciens et les chimistes ? Donc les applications en général du calcul de structure électronique, c'est par exemple fabriquer des nouveaux matériaux ou des matériaux dont on veut viser certaines propriétés particulières. Un exemple concret, c'est les panneaux solaires par exemple. Les panneaux solaires, dedans, il y a un matériau qui va absorber la lumière du soleil et puis il y a tout un processus chimique dedans qui va faire que ça va générer du courant. Et en fonction des matériaux, ce courant généré va être plus ou moins fort ou alors ça va absorber plus ou moins la lumière du soleil. Et donc on a envie de quelque chose qui génère un courant très fort et qui absorbe beaucoup la lumière du soleil. Et donc ça peut se prévoir en partie par ordinateur avec le calcul de structure électronique. Un autre exemple, si je reviens tout à l'heure au repliement de protéines, j'ai donné un exemple où c'était l'intelligence artificielle qui faisait ça, mais on peut aussi se servir du calcul de structure électronique pour savoir la forme d'une molécule. Donc ça peut être d'une protéine pour voir comment elle agit dans le corps humain, mais ça peut être d'un médicament aussi. Parce que, encore une fois, je ne suis pas biologiste, mais il me semble au détour de conversation que j'ai compris que les médicaments fonctionnent beaucoup par forme. En fait, leur forme s'adapte à la forme du virus ou de la bactérie qu'ils veulent tuer. Et donc, en prévoyant la forme d'un médicament, on peut essayer de prévoir ses applications futures. Et ça peut servir s'il y a, par exemple, les médecins pensent à 30 000 médicaments, par ordinateur, on va essayer de descendre ce chiffre à 10 ou 5, et puis pouvoir faire des expériences réelles de terrain sur 10 ou 5 et pas 30 000 médicaments. Oui, donc en fait, ça permet soit de faire des choses qui ne seraient pas possibles sans les mathématiques, ou alors pouvoir aller plus rapidement que ce qui aurait été fait sinon. Oui, exactement. J'ai un autre exemple, il n'y a pas longtemps, il me semble que c'est Microsoft. Ils sont partis alors j'ai plus le chiffre, mais c'était des millions de candidats potentiels pour des batteries. Ils cherchaient un matériau. Je crois que c'est un électrolyte solide. Bon, en tout cas, les batteries, il y a plusieurs composants. Et ils cherchaient un matériau particulier dans ces batteries. Et ils partaient de 30 millions de candidats. Alors, ils ont utilisé plusieurs outils. Donc, il y a eu de l'IA. Mais après, il y a eu du calcul de structure électronique. Et ils sont descendus à une vingtaine, je crois. Exactement. Donc, c'est vraiment un travail collaboratif parce que tu peux être amené à travailler avec des chimistes, des physiciens, même peut-être des biologistes. C'est très enrichissant, ça, de pouvoir travailler avec peut-être d'autres mathématiciens aussi. Oui, complètement, c'est assez génial. Déjà, au sein des mathématiques, il y a les mathématiques théoriques, puis nous, quand on fait de l'analyse numérique, on est plus appliqué. Et donc déjà, nous, on peut aller piocher dans les outils faits par les mathématiciens théoriciens, des choses qui vont nous aider à faire l'application. Et puis, effectivement, dans ma thèse, j'ai rencontré des chimistes, des biologistes, des physiciens. Et à chaque fois, c'est des échanges. Faut apprendre à discuter parce qu'en fait, on se rend compte qu'on n'a pas forcément le même langage. Parfois, on parle de la même chose et on a du mal à le savoir. Mais c'est assez jouissif de chacun se donner des outils que l'autre ne connaissait pas et se dire mais il y a toute une porte que j'avais pas ouverte et de voir où ça mène. Ouais. Alors, on va parler un peu plus de toi personnellement. Comment t'en es arrivé à faire des mathématiques, à un peu d'informatique ? Quel a été ton parcours universitaire ? Alors, ça a été un hasard et pas un hasard en même temps. C'est-à-dire que quand j'ai fini le lycée, ma famille était plutôt des gens scientifiques et mon frère avait fait prépa, donc je ne savais pas quoi faire. J'ai fait prépa et j'ai trouvé ça horrible. Donc, au bout d'un an, je suis parti.
Et je suis arrivé à la fac et là, ça m'a beaucoup plu. En particulier, en faisant cette transition, j'ai découvert qu'on avait en fait pas mal de liberté sur notre orientation. On peut faire un an de prépa, puis ensuite se réinscrire à la fac, et puis ensuite refaire une passerelle pour aller dans des écoles d'ingénieurs. Enfin, quand on se renseigne un peu, et l'information n'est pas toujours facile à trouver, mais on a une grande liberté de mouvement. Et donc à la fac, j'ai continué en maths. Et en fait, je ne savais pas ce que je voulais en faire, mais j'aimais bien ce rythme de fac où j'étais libre de faire ce que je voulais. Et puis, je passais l'examen à la fin et j'apprenais des belles choses, j'étais content. Mais je ne pensais pas nécessairement faire mon métier. Et puis, la fac, ça t'a permis aussi de continuer une autre passion que tu avais oui, tout à fait. Tu peux nous en parler un petit peu ? Eh ben, depuis mon plus jeune âge, je fais de la musique et en particulier du piano. Et quand j'ai fini le lycée, j'hésitais entre faire prépa et faire un parcours professionnel musical en fait. Mais j'ai eu un peu peur, comme beaucoup de gens dans ce milieu, parce que c'est quand même beaucoup moins stable. Donc je me suis inscrit en prépa puis à la fac. Mais à la fac, j'ai eu le temps de pratiquer le piano. En fait, je faisais des allers-retours chez un pianiste en Bourgogne avec qui je travaillais. Et je faisais 1 semaine, 3 semaines... je me baladais, je pouvais faire ces 2 activités en même temps et ça a été une belle opportunité de développer ces 2 choses en même temps. Oui. Oui, donc un doctorat, oui, c'est beaucoup de travail, mais c'est quand même possible de continuer. Est-ce qu'en plus tu fais aussi du théâtre maintenant ? Oui. Donc on peut quand même avoir des activités à côté. Tout à fait. Et même le doctorat, j'ai envie de dire, je l'apprécie aussi parce que c'est très responsabilisant et un avantage. C'est que, en tout cas, c'est la façon dont ça fonctionne dans mon labo. Ça faut se renseigner sur la politique des encadrants qu'on va avoir, évidemment. Mais si j'étais pas disponible le mardi parce que j'avais une répétition ou que je devais faire un concert, je travaillais le samedi et ça posait de problème à personne. Tant qu'on produisait un résultat et qu'on faisait pas rien, ça posait de problème à personne. Donc c'était vraiment une formidable opportunité. Ouais. D'accord. Et c'est quoi la suite maintenant ? Alors c'est une très bonne question. La suite, quand j'ai fait le bilan sur ce que j'appréciais, j'ai beaucoup apprécié le travail interdisciplinaire et cette position d'être un mathématicien au service donc de proposer des outils qui ne sont pas forcément connus et de produire un résultat, donc une simulation à la fin, ça m'a beaucoup plu. Et ça, c'est plutôt un travail d'ingénieur de recherche, donc ça peut être dans le public. Il y a des instituts comme l'INRIA ou le CNRS qui engagent. Ou certains postes dans des labos. Puis il y a des ingénieurs de recherche aussi dans le privé. Je pense des gens qui font des choses proches de ce que j'ai fait. Il y a le CEA ou des choses comme ça, mais c'est pas encore fixé. D'accord, mais toujours dans la recherche. Oui, je pense. Oui. Parce que je me suis un peu renseigné. Effectivement, dans les boîtes en R&D, ça dépend, mais ça peut être plus de développement ou plus de recherche. Donc je vais essayer de chercher plutôt côté recherche et un petit peu de développement. Oui. Très bien, merci beaucoup. On arrive à la fin de ce podcast. Alors, merci de nous avoir parlé de ta thèse et puis on te souhaite bonne chance pour la suite. Merci beaucoup, merci à vous. Quant à moi, je vous retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode du podcast à la rencontre des doctorants, à retrouver sur la revue numérique de l'École des Ponts Paris Tech, ingenius.écoledesponts.fr.